Auguste de Villiers de l'île Adam. Nouveau conte cruel et propos d'au-delà. L'incomprise. À Monsieur Jules d'Estrées. Ne frappez jamais une femme, même avec une fleur. Sourate de l'Alcoran. Aux primes roses du dernier printemps, Geoffroy de Guerle, emmenant de Paris sa première préférée, Simone Leontis, avait loué, sur les bords de la Loire, ce riant cottage meublé en style Louis XVI et clos de jardin, où de très hauts lilas, enserrant une centrale étendue de verdure, s'entrecroisaient en longues charmilles jusqu'à la claire-voie. Aux lointains alentours, sur le flanc de menues collines, d'assez profonde épaisseur de frênes et de mélèzes, que, maintenant rougissait déjà l'automne, épandait comme de la solitude vers l'habitation. À 20 ans, et n'étant doué que d'à peine 7000 francs de rente, s'exposer à de l'attachement pour une élégante, pour cette élancée brune au regard assuré, à peau de jasmin, aux traits fins et durs, folie, n'est-ce pas? Soit. Mais si Monsieur de Guerle était bien fait, d'allure aimable, d'une bravoure célèbre et d'un esprit artiste, une sentimentalité clairvoyante le défendait, armure occulte mais à l'épreuve, contre toute amoureuse concession capable d'entraîner d'essentielles déchéances. Simone, d'ailleurs, durant ce succinct de lune de miel, s'était montrée des moins dangereuses, ne jouant au mariage que par attitude, point mondaine, gaie, peu dépensière et, les soirs, ayant de ces « tout ce que tu voudras » qui brûlaient l'oreille. Et puis, sa nature était si insoucieuse qu'elle s'était laissée saisir et vendre tout ce qu'elle tenait de ses deux premiers oubliés. Il ne lui restait, ou bien, que d'insignifiants bijoux, de peu nombreuses toilettes et une bague. Par exemple, le merveilleux solitaire de celle-ci était d'une taille, d'une blancheur et d'une eau si rare que des joailliers en renom s'étaient engagés à le payer net 500 louis le jour qu'il plairait. Ah, comme l'on s'était amusé toute la saison! Chevauchée, parties de pêche et de canot, chasse exprès fatigante, repas rustiques sur l'herbe, excursions, et chez soi, musique, baisers, livres, causeries et disputes. L'on avait des jeux, de vieilles armes, aussi d'autrefois, qu'on essayait pour rire, au jardin. En fait de connaissance, on n'avait reçu personne, si bien que, grâce à l'illusion juvénile, Monsieur de Guerle et Simone pouvaient, à présent, se sembler intimes. Cependant, elle avait des instants indéfinissables, dont la fréquence augmentait aux approches du retour à Paris. Ainsi, lorsque, la tenant enlacée sous les lilas troués de lueurs d'étoiles, il lui disait les choses les plus douces, lui parlant avec tendresse d'un enfant qui les unirait plus encore, d'heures passionnées, d'une existence joyeuse et toute simple. La bien-aimée paraissait comme distraite, le regardait avec une sorte d'étrangère fixité, comme lui cachant un grief. Un trépignement démentait les singulières larmes dont, parfois, ses cils étincelaient, ce qui donnait à son émotion secrète un caractère de contrariété, presque d'impatience, inintelligible. Elle semblait sur le point de lui crier quelque chose, puis, désespérée et comme y renonçant, elle se taisait. Brusque, elle lui avait dit souvent, en ces instants-là, « Tu sais, Geoffroy, s'il me plaisait,
je pourrais te quitter, même sans te prévenir, d'une heure à l'autre. Avec mon diamant, je suis libre. J'aurai le temps, là-bas, de choisir entre les plus riches, un amant de mon goût. Oui, si je voulais, dès ce soir. Tiens, tu serais seule. Plus de Simone. Eh bien, quoi? Cela ne t'irrite pas davantage? Merci. Ses yeux brillaient. On eût dit qu'elle attendait une parole, un acte que M. de Guerle ne savait pas trouver. Les réponses étonnées du jeune homme étaient reçues de Simone avec des détours de tête, une moue, un léger haussement d'épaules, même, depuis peu. « Oh, que te prend-il, chère Simone ?» Elle répondait, grave, en regardant le vague. « Tu verras, toi, qu'avec toute ta bonne éducation, tu seras cause de ma mort. »« Mais qu'as-tu donc ?» s'écria-t-il. « Ah, si seulement tu étais un peu autre. Alors, tu ne m'aimes plus? »« Si, mais pas tant que je voudrais. Et c'est ta faute. » Il souriait à ce mot, et Simone, sourcils froncés, courait s'enfermer dans sa chambre, où son amant l'entendait pleurer pendant quelquefois 1 heure. Revenue vers lui, elle paraissait avoir oublié sa petite scène. De sorte que, sans accorder à l'incident plus d'attention, M. de Guerle, se désattristant, concluait avec un « Dieu, que les femmes sont bizarres !» dont la banalité puissante le rassurait. Par un couchant magnifique, vers les 5 heures, comme tous deux au jardin, par forme de distraction paradoxale, et faute d'autre, tiraient de l'arbalète sur la pelouse, d'une vieille et forte arbalète de jadis. La trop singulière jeune femme, n'ayant plus de carreaux à envoyer, s'écria tout à coup, après un de ces longs regards dans le vague, « Tiens, suis-je bête? Et ça ?» En une saccade, ôtant de son doigt le diamant, elle le posa sur la rainure de l'arbalète, en ce moment relevée vers les bouquets de bois et les flaques stagnantes de la Loire. « Hein? Si je l'envoyais? Pourtant, dit-elle. Et elle riait. « Simone, es-tu folle ?» répondit-il. Mais, comme cédant à quelque irrésistible mouvement d'hystérie perverse, arrivée à la crise aiguë, elle pressa froidement la détente. Une étincelle, une goutte de feu s'enfonça dans le crépuscule. Pendant que M. de Guerle regardait son amie avec stupeur, celle-ci, laissant tomber l'arbalète, arracha une branchette assez solide, puis, jetant l'autre bras à l'entour du cou de son amant, lui murmura, les yeux à demi fermés, d'une voix rauque, triviale, câline, et d'un timbre qu'il n'avait pas encore entendu. « Ah, je sais ce que je mérite, va. Mais cette fois, au moins, je pense que tu vas y aller. » Elle cinglait l'air de sa badine, et là, ferme. « Ou tu n'es pas un homme? Crois-tu qu'elle m'aura coûté cher, ma première danse de toi? Dame, aussi, quand on étouffe. Ah, ça fait du bien, ça détend de dire les choses. À la fin des fins, te voilà mon maître. Plus un sou, tu peux me chasser, comme tu me plais à présent. Mais rudoie-moi donc, surtout ne te gêne pas. Comment? Tu dis que tu m'aimes, et en 6 mois, tu ne m'as même pas flanqué une gifle. C'est égal, cette fois-ci, je ne l'aurais pas volé d'être battue. » Elle se renversait à demi, sentant l'âcre, marquant de ses ongles l'une des mains de son amant, dont elle respirait, à narines dilatées, le veston de velours noir.
Il faut qu'une femme se sente un peu tenue, vois-tu. Et si tu savais comme ça vaut mieux que des phrases, une bonne dégelée. Tu vas me laisser là, ta politesse, à présent, j'imagine, hein? Ses dents claquaient. Là, tu es pâle, tu es en colère, tu vas me faire des bleus? Je savais bien que tu étais un mâle. À cette éruption des moins prévus, Monsieur de Gerle, ayant en effet pâli, la considérait comme s'il l'eût vue pour la première fois. Puis, se dégageant, après un silence, et tranquille, « Une cravache me sera mieux en main, dit-il. » Et la laissant haletante sur un banc, il rentra, puis, de l'autre porte, sortit de la maison, comme on s'échappe. 3 heures après, Simone, très inquiète, déchirait entre ses dents son mouchoir, dans sa chambre, devant une bougie. Lorsque la bonne lui remit la lettre suivante, apportée de Nantes par exprès. « Chère abandonnée, je te dois 6 mois d'une illusion ravissante, je l'avoue. Mais en te dévoilant ce soir, tu as à jamais glacé pour toi l'essence que cette illusion seule m'inspirait. Certes, je n'ignore pas qu'aujourd'hui, surtout, il paraît indispensable, aux yeux de maintes personnes de ton sexe, d'être une brute pour être un mâle, et que les baisers semblent plus fades à celle-ci que les orions. Mais comme, d'une part, entre les violents plaisirs auxquels, par simple jeu, peut se prêter notre sensualité, il se trouve que le propre de ceux dont, paraît-il, tu raffoles, est de détruire cette joie qui, seule et avant tout, doit consacrer la vie à 2 entre une compagne et son compagnon. Et comme, d'autre part, si tu ne peux te passer de danse pour te figurer que tu m'aimes, je puis très bien, moi, me passer pour être heureux d'administrer des volets à celle qui m'est chère. J'ai dû m'enfuir, même sans chapeau, pour nous épargner tout échange d'aussi oiseuses que burlesques explications. Ainsi, fantasque enfant, lorsque je te contemplais dans les belles soirées, sous nos longues charmilles, et que, transporté d'amour, je murmurais sur tes lèvres ce que mon cœur me suggérait, tu te disais, toi, tout bonnement, avec un profond soupir, en levant tes beaux yeux au ciel, dont il semblait mélancoliquement compter les étoiles, « Oui, mais tout cela, ce n'est pas des bons coups de botte. » Pauvre ange, plains-moi si, redoutant une gaucherie native, je ne m'estime pas assez parfait pour oser, ne fût-ce qu'essayer de te satisfaire. À chacun ses sens et ses désirs. Je ne discute pas les tiens, ni leur aloi. Je déplore seulement de ne pas me jurer, pour toi, qu'un aggravant garde malade. Donc, adieu. Ne t'inquiète pas plus de notre cœur que de la chaumière. Celle-ci est déjà louée, pour le 15, à toute une famille de braves négociants qui n'attendent que ton départ. Demain, dans la matinée, un factotum viendra te remettre, sous pli, un bon de 6 000 francs, payable à vue, à la tienne seule, chez mon notaire, à Paris. Moi, je suis déjà loin. Compliments, regrets et bonne chance. Geoffroy. Simone, à cette lecture, allongeant les lèvres avec une irréprochable moue de dédain, la laissa tomber d'entre 2 doigts. Quel dommage qu'un si beau garçon ne soit, au fond, qu'un rêveur, murmura-t-elle. Et quel dommage que ceux-là qui savent comprendre une femme soient si... Elle s'arrêta, rêveuse elle-même. Simone Leontis, la pauvre et délicate fille. Hélas, tout récemment décédée, d'ailleurs. Navrante humanité. Sous le numéro 435,
26e série, nymphomane aux incurables. Son mal étant essentiel, c'est-à-dire de ceux dont on ne peut pas, sans Dieu, vouloir guérir. Abonne-toi.